Salut à tous! La vidéo que vous apprêtez à regarder est en fait un test d'une des émissions que j'ai fait en live. En effet, il s'agit d'une émission de vulgarisation scientifique que j'aimerais vous reproduire chaque mois, dans lequel on va lire plusieurs articles, plusieurs choses, et on va faire des débats autour de ceci, nanana, nanana, tu connais la musique. On n'est pas encore rodé, la vidéo n'est pas parfaite, il y a pas mal de choses qui vont être améliorées au fur et à mesure, je compte sur toi pour mettre en commentaire toutes les petites choses que je pourrais améliorer, en tout cas c'est génial, je t'invite à prendre un petit café, mettre le pouce bleu, de t'abonner, putain c'est génial, let's go! Salut YouTube, comment ça va? Bienvenue à toi dans ce nouveau format. Alors on l'a appelé Parlons peu, parlons science. On n'est pas encore très sûr avec le chat sur le titre à donner à cette émission. Une émission de science, une émission où on va parler un petit peu d'actualité scientifique et notamment via des revues scientifiques. Aujourd'hui c'est Epsilon. Il y en aura à peu près une par mois. Normalement c'est monté pour ne garder, on va dire, que l'essentiel. N'hésite pas à mettre en commentaire YouTube peut-être les propositions de titres. Et vous c'est pareil dans le chat. Alors tu verras le chat passer ici, ne t'inquiète pas. Tout se passe très bien, on est parti avec le... Alors on sait pas trop, on n'est pas rodé, hein. On va vraiment y aller tranquillou. Restez à l'affût des idées neuves, portées par les scientifiques, même s'ils apparaissent un petit peu bizarres, trop audacieuses, voire carrément déraisonnables. Cela fait partie de l'ADN d'un magazine d'actualité scientifique. En fait, c'est même cela que nous cherchons chaque jour en discutant avec les chercheurs ou en fouillant dans leurs publications. Trouver des idées qui renversent, qui ouvrent des perspectives inattendues, même si elles semblent parfois à la frontière de l'imaginable, ni forcément paraître aux frontières de l'imaginable avant de devenir tangible, j'ai envie de dire. Tout simplement. Avec les risques qu'elle se révèle finalement illusoire, la science est aussi un pari. C'est vrai, d'ailleurs ça coûte très cher comme pari. Prenez l'ordinateur quantique, cette idée à faire des calculs en suivant des lois étranges de la physique microscopique plutôt que celle de la physique classique qui est venue à l'esprit du physicien Richard Feynman au début des années 1980. Bon sang, c'est un merveilleux problème parce que ça n'a pas l'air si facile, concluait-il, quand il l'a partagé en public. Vous voulez rire, monsieur Feynman? Aurions-nous tenté de lui répondre? Pas évident, en effet, de comprendre ce qu'il voulait dire par là. Pas évident non plus de prévoir à quoi cela pourrait servir. Pas évident surtout de voir comment faire, et aujourd'hui, 40 ans plus tard, notre quête, page 20, le montre. L'ordinateur quantique n'est plus la chasse gardée de la théoricien intrépide ou des doux rêveurs. Industriels, militaires, gouvernements y voient ici une technologie absolument stratégique. Donc l'ordinateur quantique, j'y connais pas grand chose, on va découvrir ça ensemble. L'idée bizarre est en train de changer le monde. Face aux grincheux, aux sceptiques en tout genre, nous devons tenir la ligne, ni naïf, ni blasé, mais ouvert. C'est beau ça comme mot d'ouverture. Garder l'esprit critique et rester ouvert d'esprit. C'est beau ça comme message, j'aime bien. Moi j'aime bien ça. Ça me fait plaisir. Anatomie végétale, une plongée dans les fonds marins, pas du tout coincé par le confinement. Jason Kirk et Baylor College, du Baylor College of Medicine de Houston, s'est tout simplement amusé à étudier l'envers d'une feuille de chêne cueillie dans son jardin. C'est une feuille de chêne, messieurs dames, c'est fou ça. Muni d'un microscope fait maison. Quoi? Putain, le boss en plus. Combiné d'une lumière transmise, filtrée en couleur et une lumière réfléchie diffuse, il a capturé quelques 200 images pour réaliser ce cliché, grossi 60 fois. Donc c'est un grossissement d'un derrière de feuilles de chêne, évidemment avec la colorimétrie adaptée, grossi 60 fois. C'est pas énorme 60 fois, ouais. Résultat, ce tableau révèle des trichomes, fines excroissances protectrices, ici en blanc, d'accord. Les stomates qui régulent les échanges gazeux en violet. Et oui, les stomates, ça vous avez peut-être vu ça en biologie végétale si vous avez été un petit peu à la fac ou en SVT au collège, au lycée. Et les vaisseaux à queue en bleu. Bah, en tout cas, c'est très stylé. Moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah tiens, selon vous, qu'est-ce que c'est que ça? Sourcils froncés, clin d'œil, mou... Ah, la marionnette 2.0, mais ça me fait trop flipper ça, moi, les robots. Je suis pas hyper fan. C'est quoi ça? Boule de feu? Pour obtenir cette image, j'ai combiné 150 000 photos de 2 mégapixels, chacune capturée à la surface totale du Soleil, tout en contrant les turbulences de son atmosphère, précise Andrew McCurdy. Sa lunette achromatique de 127 mm est modifiée pour obtenir une focale de 3469 mm, a saisi les motifs complexes de son champ magnétique. Putain, on dirait une cellule, on dirait un ovule. Jamais un cliché amateur n'avait été révélé aussi finement la nature dynamique de notre étoile. C'est un amateur! C'est un amateur! C'est notre soleil, messieurs, dames! C'est notre soleil, c'est trop stylé! Vous
trouvez pas qu'on dirait un œuf de poisson, un ovule ou... C'est très bizarre. C'est très très bizarre. C'est très bizarre. J'aime beaucoup. Cela a longtemps été une machine fantôme, une technologie tellement délicate à mettre au point que bon nombre d'experts pensaient ne jamais le voir aboutir. Mais la donne a changé, les industriels sont entrés dans la danse et le rêve un peu illusoire devient une techno hyper stratégique. D'accord. Nous devons nous préparer à la menace que présenterait l'apparition d'un ordinateur quantique. Florence parlait. C'est maintenant que ça se passe, il y a changement d'échelle. Donc voilà, ordinateur quantique, le monde se prépare. Est-ce que le monde va sombrer dans les ténèbres? On va découvrir ça ensemble. C'est l'effervescence constante. Cédric Magrès, directeur de l'Institut de recherche de l'informatique fondamentale, un changement de phase. Il y a clairement une accélération, réfléchit Simon Pedri, chercheur à l'INRIA. Ok, je ne sais pas ce que c'est. C'est un changement d'échelle, analyse de son côté Eleni Diamanti, chercheuse CNRS en informatique quantique à la Sorbonne Université Sorbonne, donc à Paris évidemment. Avant lieu, nous étions peu lassés au sujet, les records de bits quantiques, on adore les bits, ne cessent de se succéder depuis 20 ans. 7 kbits, KU-bits, imagine, on va l'appeler le quantibic, 2732, 5465 et aujourd'hui 127. Combien de l'annoncer en fanfare IBM en décembre. Un ronronnement qui nous avait presque endormis, nous étions... Je vais zoomer parce que j'ai du mal à lire. Étions habitués au sempiternel, n'hésitez pas à dire sempiternel chez vous, promesse de cet ordinateur d'un nouveau genre, produit dérivé des recherches fondamentales menées sur les propriétés tout à fait spéciales de la matière à l'échelle de l'atome, qui ont pour nom, superposition et intrication. Allez, technico-technique, hein, celle-là. Humble Science, peut-être pas Humble Science, ça se prononce qubit. Ok, qubit, ça se prononce qubit, je ne savais pas ce que c'était. Un ordinateur quantique, c'est une machine dans laquelle ce sont des états quantiques qui codent l'information. Est-ce que vous savez ce que c'est un état quantique? Moi non plus. Or, ces états ne codent pas en 0 ou en 1 comme les transistors, mais à la fois 0 et 1. Une superposition quantique qui augmente vertigineusement la capacité de calcul. Faire une opération sur un qubit revient à faire sur ces deux états à la fois. 2 qubits encodent automatiquement 4 états. 3 qubits encodent 8. Et 50 qubits peuvent réaliser 1 million de milliards d'opérations en parallèle. C'est bon pour vous? 1 million de milliards, ça fait combien de zéros ça? Certes, mais les obstacles techniques étaient tels que même au cœur de laboratoire, parmi les plus passionnés des physiciens, il y avait beaucoup de sceptiques. Il y en a encore et ils sont légitimes, il faut rester prudent, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir un jour arriver véritablement à un ordinateur quantique, prévient Peter Knight, c'est l'un des pionniers du domaine de l'Imperial College, mais c'est vrai que là, il se passe bien des choses. Donc finalement, les ordinateurs quantiques, peut-être l'avenir. Ce qui a déclenché l'opération, c'est l'arrivée de l'industrie du calcul intensif qui cherche une solution pour continuer à progresser, pointe Tristan Meunier, à l'Institut Naël à Grenoble. Cocorico, les franchises. Elle a beaucoup investi dans les technologies quantiques existantes et c'est ça qui nous a permis de dépasser la preuve du concept. Ensuite, la communauté a tout à coup eu accès à des outils lourds et coûteux, les 3090 Ti, c'est faux, aux techniques industrielles, de la microélectronique, aux plateformes de fabrication avancées et à toute la technologie des circuits intégrés. C'est ça qui a donné naissance aux premières machines. Elles sont trop petites, mais ça y est, elles existent. Donc maintenant, on a les premiers ordinateurs quantiques, alors ça veut dire. Même les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, je crois. Les physiciens disent l'ordinateur quantique est encore loin, mais ils ne tiennent pas compte de la capacité industrielle, analyse un chercheur qui préfère rester anonyme. D'accord. IBM, acteur historique, n'est pas le seul. Intel, Microsoft, Huawei, Atos, se sont tous mis à la quantique. Google, Amazon, Alibaba, Beidou aussi. Il ne faut pas oublier que les GAFA reposent sur le développement des technologies des semi-conducteurs et sur la puissance de calcul. On va lire tranquillement l'enquête. Le reste de l'industrie est en train de suivre. Airbus, Merck, Total, BP, BASF, EDF, Volkswagen et tutti quanti, tout le monde investit. Souffle de concert de chercheurs mi-excités, mi-effrayés par la tornade. Des flots de startups sortent des labos,
levant des centaines de millions d'euros ou de dollars quand elle n'entre pas en bourse en dépassant le milliard. Et le nouvel Eldorado, mon gars, l'ordinateur quantique. Hein. Chacun pour soi, les évaluations du marché potentiel s'envolent. 2,64 milliards pour 2022 selon Market Research Future. 8 45 milliards en 2024 pour Homeland Security. 64 milliards en 2030 pour PNS Intelligence. Qui dit mieux? McKinsey ose 1000 milliards de dollars d'ici 2035 et Bank of America évalue que les technologies quantiques seront aussi importantes que les smartphones. Peut-être un jour on aura le premier smartphone quantique. Oh, waouh! Le nombre de brevets a presque doublé entre 2018 et 2019, passant de 117 à 203. Ouais, presque doublé. C'est un petit peu excité quand même. Pas presque doublé quoi, mais ok. Puis augmenté de 50% en 2020 pour atteindre 284 des comptes Elliott Mason, qui suit le domaine pour l'agence américaine Young Basil, je ne sais pas. Et la Chine a surpassé les États-Unis, assure l'expert. Depuis quelques années, les industriels deviennent presque majoritaires dans les conférences. Il y a déjà des revenus engrangés par les startups quantiques, s'étonne Frédéric Magnez. Tout cela, c'est nouveau pour moi. Ah, le cannabis! Le cannabis, messieurs, dames, incroyable, nouveau sujet. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, vous, un petit peu du cannabis, plutôt contre, pour la légalisation. Est-ce que vous pensez que y a quelque chose à faire, que c'est bien réglementé? N'hésitez pas, messieurs, dames, une belle double page qui s'offre à nous, on va la prendre en détail. Le casse-tête du cannabis, faut-il légaliser l'usage récréatif du cannabis? Alors que les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe, le débat ne semble jamais aboutir entre vertus thérapeutiques et risques sanitaires. Pas si simple de se faire une opinion. Ouais! Y a pas de S, ah ouais. Ouais! Le cannabis contient une soixantaine de principes actifs. Les cannabinoïdes, dont le delta-9 tétrahydrocannabinol, oui, le THC, hein, comme on l'appelle. Ouais. Un psychotrope est le cannabinol, le CBD, qui est lui un apaisant et qui n'est pas classé comme stupéfiant. Une consommation récréative à la hausse. Plus 30% en 20 ans en France. Incroyable. Ouais. Je dirais la voix de mon pote. Point d'exclamation, ouais. Plus 30% en 20 ans. En 2019, 20 millions de personnes ont consommé au moins une fois dans l'année. Je pense que je faisais partie de ces personnes-là. Soit 4% de la population mondiale âgée de 15 à 64%. Ah, mais c'était pas qu'en France. La France, largement en tête en Europe. En 2019, 11% des Français de 15 à 64 ans contre 7,6% des Européens auraient consommé dans l'année du cannabis, soit 5 millions, dont 1,4 million de façon régulière et 900 000 de manière quotidienne. 900 000 quand même. Hein. Notamment chez les jeunes, près de 1 adolescent de 17 ans sur 3 en a consommé dans l'année. Ah ouais! Un adolescent sur 3 de 17 ans? Putain! Ah ouais! Certes, seuls 39% des Français de 17 ans l'ont expérimenté en 2017 contre 50% en 2002. Ah, donc il y a quand même une baisse chez les plus jeunes. Reste que l'âge du 1er juin... 1er juin, incroyable. L'âge du 1er juin est stable depuis 2000 à 15,3 ans. Pour ceux qui ont déjà consommé du cannabis, n'hésitez pas à me dire de mémoire de quand date votre première fois. De quand date votre première utilisation du cannabis si vous avez déjà expérimenté. Même la petite latte, hein, ça compte, y a pas de problème. Hein. Sachant que le taux de THC des produits augmente, il a été multiplié par 2 en 20 ans pour l'herbe, 13% en moyenne aujourd'hui, et par 4 pour la résine, 28%. Des risques avérés pour la santé. Évidemment, attention, on tombe directement dans les risques. C'est vrai qu'il y a des risques, hein, la consommation du THC. Il y a aussi des effets thérapeutiques, et j'espère qu'ils en parlent. S'ils n'en parlent pas, nous en parlerons. Des effets secondaires, somnolence, malaise, nausées, maux de tête, impression d'étouffement, hallucination, délire, etc. Tout à fait. Des risques cardiovasculaires, il modifie le rythme cardiaque, peut être dangereux pour les personnes souffrant d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires et augmente le risque d'infarctus du myocarde dans l'heure qui suit la prise. Mais également des risques respiratoires. Sa fumée contient plus de substances cancérigènes que du tabac, provoquant du cancer du poumon plus précoce que le tabac seul. Ah ouais? Ah ouais?
Ok. Bien qu'aucune relation de cause à effet n'ait été établie de façon certaine, la consommation de cannabis n'est pas sans conséquences psychiques. Ah. Un déclencheur de troubles psychiques, chez les personnes vulnérables, antécédents, prédispositions familiaux, etc., il peut provoquer l'anxiété, de la dépression, ou précipiter plusieurs années le début de maladies schizophréniques, notamment la schizophrénie. Perturbation du développement du cerveau jusqu'à 25 ans, voire une altération durable de sa structure. Ah ouais. Risque de décrochage scolaire, difficulté de concentration, désintérêt, etc. Alors ça, c'est vrai que je serais curieux de savoir en quoi il y a un risque de... Enfin, je serais curieux de savoir pourquoi il y a un décrochage scolaire. Est-ce que c'est parce que tu planes trop et que t'as du mal à te concentrer, ou est-ce que c'est parce que finalement tu tombes dans une addiction qui... Parce que si on prend un parallèle, moi je sais que j'ai eu un mini décrochage quand j'étais plus jeune au lycée parce que j'avais juste envie de jouer aux jeux vidéo en fait, et puis de courir après les gonzesses quoi, et puis t'es en mode je m'en bats les couilles du cours des EVT. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est des fois faire peut-être un petit peu attention, je sais pas. Mais peut-être le corps enseignant est un peu responsable aussi de ce décrochage scolaire, quoi. Hein. Peut-être. En partie. Les facteurs sont multiples, quoi. D'après mes lectures, le problème de ce genre d'études, c'est que c'est souvent biaisé par les contextes sociétaux. C'est vrai. Ouais. Dépend de ton 1, ton état de santé mentale de base. 2, ta motivation à l'école. 3, le milieu familial et l'éducation familiale, favorisée ou défavorisée. 4, la relation avec l'enseignant, l'école en général. Ouais, c'est vrai. Mais ils le précisent, hein, que ça peut défendre du facteur environnementaux, comme on l'appelle. Moins addictifs que d'autres drogues. La part des usagers qui développent des troubles addictifs, psychiques ou physiques est plus faible. 9% pour le cannabis, 21% pour la cocaïne, 23% pour l'alcool et 68% pour le tabac, sa mère la pute. 1 million d'usagers à risque élevé. D'usage problématique ou de dépendance, 3% des 18-64 ans en France en 2017. Une vague de légalisation. Et là, on va toucher le sujet un petit peu sensible. Faut-il ou non légaliser le Canada en France ? Le Canada. Faut-il ou non légaliser le cannabis en France ? Son usage récréatif est légal en Afrique du Sud, Uruguay, Mexique, Géorgie, Malte et Canada, est toléré ou dépénalisé dans une trentaine de pays. En 2021, le mouvement s'accélère en Europe. Septembre, l'Italie prépare un référendum sur la dépénalisation. Octobre, le Luxembourg l'autorise dans la sphère privée. Novembre, l'Allemagne annonce sa légalisation totale. Ah ! Vous allez pouvoir aller en Allemagne pour prendre votre chichon, quoi, énorme. Décembre, Malte devient le premier pays de l'Union européenne à le légaliser. Oui, bon, ben Malte, il légalise tout, même l'évasion fiscale. Alors, des bisous à Leclerc, évidemment, on l'embrasse. De nombreux avantages attendus sur la qualité des produits, le suivi des usagers, la criminalité, ainsi que des créations d'emplois, des recettes fiscales, des économies, de coûts de policiers et judiciaires, c'est vrai. Au Québec, en France, je sais pas. 4,7 milliards d'euros par an, c'est ce que la légalisation pourrait rapporter à l'Allemagne. Alors imaginez ce que ça pourra rapporter en France, sachant que la France, on l'a vu avant, est le premier consommateur de cannabis en Europe. Donc imaginez si l'Allemagne rapporte 4,7 milliards par an à l'État, imaginez ce que ça rapporterait en France. Là, il y a moins de se faire un petit billet, quoi. Des vertus thérapeutiques, reconnues par l'OMS en 2020. Anxiolytique, antalgique, anti-inflammatoire, effet de fringale pour les malades dénutris ou antinausées durant les chimiothérapies. Médicaments à base de phytocannabinoïdes autorisés en France. La différence avec les phytocannabinoïdes et les endocannabinoïdes, on fera peut-être l'objet d'une émission à part dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une vague de légalisation, oui, mais peu efficace selon la Haute Autorité de Santé. Ils sont peu prescrits, très chers et non remboursés. Sauf que, depuis la légalisation, la part des 16 ans et plus ayant consommé dans l'année a cru de 22 à 27% au Canada. Ouais, mais le truc c'est que quand ils ont légalisé le cannabis au Canada, le truc c'est qu'il y a eu un petit peu cet effet de mode de viens on va aller à la SQDC chercher notre pote parce que c'est trop drôle, lol, MDR. Mais finalement, maintenant, ça serait intéressant de voir à combien est retombé le taux des gens qui continuent d'en consommer régulièrement. Parce que moi-même, j'y suis allé à la SQDC acheter mon cannabis quand ça a été légalisé. Mais j'y vais plus maintenant et j'en consomme même plus. Donc, est-ce que vraiment ça a fait une augmentation ? Est-ce que la 22 into 27% est toujours d'actualité ?
Pas mal sûr que non. Oui, mais ces taux sont stables chez les 15-24 ans, en baisse de 20 à 10% chez les 15-17 ans, et l'âge du 1er juin recule. Bravo, félicitations. Parce qu'en vrai, légaliser le cannabis, why not? Mais il faudrait peut-être que ce soit... Bah, ça l'est déjà, hein, mais il faudrait pas que ce soit légal avant la majorité, quoi, tout simplement. La France hésite. Son usage est une infraction pénale, passible d'une peine allant jusqu'à 1 an de prison. Certes, mais une amende forfaitaire, 200 € pour un usage de stupéfiants, est en place depuis septembre 2020. Sachant que cela reste un obstacle à la prise en charge médicale et au suivi des usagers, 47% des Français sont favorables à la légalisation de son usage récréatif. 47%, hein. On n'est pas loin d'une majorité. On n'est pas loin d'une majorité, messieurs, dames. Faut-il vraiment interdire la chasse? Un petit dossier qui nous est proposé là-dessus, on va lire ça ensemble. Ça m'intéresse. Barbare et nuisible ou nécessaire? La question de l'influence de la pratique cinégétique, 14 000 points au Scrabble, celui-là, sur la biodiversité agite de plus en plus la campagne. Pro et anti-chasse s'opposent très violemment sur le sujet. Voici, au-delà des passions, ce que la science peut en dire. C'est l'un des débats les plus explosifs de notre pays. D'un côté du ring, les bruyantes associations de défense de l'environnement qui estiment que la chasse constitue un massacre de la biodiversité et qu'il faut interdire d'urgence. De l'autre, des chasseurs organisés en puissante fédération qui se voient, eux, comme les premiers écologistes de France et se tiennent à leur tradition. Alors de là à dire qu'un chasseur est écologiste, je pense qu'il y a quand même une petite notion de... Voilà, tranquille. Mais... Alors déjà... On peut lancer un petit débat dans le chat. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la chasse? Voilà, on peut lancer un débat binaire là-dessus. Moi, perso, je suis plutôt contre. Avant de lire cet article, on va voir après ce que ça en dit. Chasseurs, naturalistes, mais aussi forestiers, agriculteurs, randonneurs et urbains, ce sont des manières très différentes d'aimer la nature avec chacun des attentes légitimes. Cela vire à l'hystérie, synthétise Patrick Giraudot, écologue à l'université de Franche-Comté. Au-delà des considérations éthiques sur la souffrance animale, une question se pose. La chasse menace-t-elle la biodiversité? Dialogue de sourds. En fait, une récente étude du Muséum national d'histoire naturelle, le MNH, attribue surtout à l'agriculture intensive la perte d'environ 30% des populations d'oiseaux constatées au milieu rural au cours des 15 dernières années dans l'Hexagone. Ce serait plutôt l'agriculture, pour l'instant intensive, qui casserait les couilles. Les alouettes des champs, fauvettes grisettes ou perdrix grises, c'est dur à dire, manquent cruellement d'habitat pour s'abriter des prédateurs et se reproduire, tandis que l'usage des pesticides a décimé les insectes dont certains se nourrissaient. C'est vrai ça? Bah oui. Pour autant, cela ne dédouane pas la pratique cinégétique, c'est compliqué ce mot encore une fois, qui exerce une pression supplémentaire parfois intenable. En France, il est possible de tirer sur une vingtaine d'espèces d'oiseaux considérées comme vulnérables, observe Alexandre Maillo, chercheur en démographie animale à l'université d'Aix-Marseille, l'Aix-en-Provence. Nos modèles suggèrent que l'arrêt des prélèvements des tourtelles des bois, dont les effectifs ont fondu de 60 à 80% depuis 40 ans, pourrait permettre à cette population de se stabiliser, voire de rebondir, à condition aussi d'améliorer leur site de nidification. Population galopante, les chasseurs mettent aussi en avant leur rôle de régulateur des espèces en surabondance et considérés comme nuisibles. On parle officiellement d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, à l'image du sanglier responsable de dizaines de millions d'euros de dommages sur les récoltes et les prairies, malgré l'abattage de 809 992 spécimens pour la seule saison 2019-2020. Putain, le sangliard, quoi. Oh, le sanglier du cul. Ah ouais! Ah ouais, c'est terrible. Ces animaux fouisseurs, encore rares dans la France des années 1970, ont pu proliférer grâce au développement de la culture du maïs et de la hausse de la production des glands due au réchauffement, mais aussi à l'aide des chasseurs qui les ont élevés, croisés avec des cochons, réintroduits. Face à la disparition du petit gibier, ils ont pris soin de laisser cette espèce se développer en évitant par exemple de tirer sur les femelles reproductrices, raconte Éric Baudet, spécialiste des ongulets sauvages. Puis ils se sont fait déborder par la démographie de ces omnivores opportunistes, qui comptent environ 6 petits par portée. Ah ouais, on les a élevés pour la chasse, en mode c'est bon, t'inquiète, c'est plus facile pour chasser et tout, vu qu'il n'y a plus de petits gibiers. Et maintenant ils sont trop nombreux. Vous vous rendez compte?
Presque 1 million de sangliers tués entre 2019 et 2020, et pourtant, ils foutent encore combien de millions de dégâts? On a dit des dizaines de millions d'euros de dommages sur les prairies. Putain. Quelques études proposent de stériliser les sangliers par vaccination. Je savais même pas que c'était possible. Mais cette solution est encore expérimentale et ne semble pas pouvoir se substituer à la chasse, sauf peut-être en zone périurbaine. Donc finalement, devenez vegan les amis. Bah non. Finalement, la chasse a quand même son intérêt. C'est triste de le constater, mais si t'arrêtes la chasse, c'est catastrophique pour l'agriculture française actuellement. Il est même envisagé d'aller tuer l'animal jusque dans la réserve intégrale du parc national des forêts créées en 2019 dans l'est de la France. On doit maintenir la pression. Arrêter la chasse aux sangliers aurait des conséquences catastrophiques, estime Éric Baudet. C'est terrible. En fait, il faudrait autoriser que la chasse, mais aux sangliers. Les quelques 150 lynx et 600 loups présents actuellement sur notre territoire ne permettraient pas de réguler ce grand gibier. La chasse met la pression sur des espèces déjà vulnérables. Perdrix bartel, fuligule mouilin, vanneau huppé, la France chasse 19 espèces d'oiseaux menacés, contre une moyenne de 5 en Europe. Putain, c'est vrai que... On voit là actuellement, hein, on le voit là, la France qui chasse 19 espèces menacées par rapport aux autres. La Belgique, hein. Putain, la Belgique, c'est les bons gars, hein. Belgique, Hongrie, Croatie, Portugal, Autriche, sont tous dans la... en dessous de la moyenne, quoi. Après, c'est France et Italie, on n'est pas bon, quoi. Surtout la France. Tandis que d'autres prolifèrent, menaçant les écosystèmes, plus du tiers des forêts domaniales voient leur régénération menacée en raison d'une surpopulation de cerfs, de chevreuils et de sangliers. Équilibre compromis dégradé dans les massifs forestiers domaniaux, en 2019. Là, on voit toutes les zones un petit peu... surtout dans l'est de la France. Hein. Surtout dans l'est de la France. Hein. Ce qui justifie la mobilisation des chasseurs pour les réguler. Face à cette démographie galopante, on tue aujourd'hui 6 fois plus de sangliers, 5 fois plus de cerfs et 3 fois plus de chevreuils qu'il y a 30 ans. Ah oui d'accord, donc on a en noir 1989-90, en rouge foncé 2004-2005 et en rose 2019-2020. Effectivement, ça augmente. Donc ici on a les sangliers, les chevreuils et les cerfs. Effectivement, donc finalement la chasse hein, qui apporte un petit peu son lot de simplement d'utilité, hein, c'est triste de le reconnaître, mais Des géantes survivent à la mort de leurs étoiles. Octobre 2021, les astronomes découvrent MOA 2010 BLG 476-77 LB. À tes souhaits. Une Jupiter intacte qui orbite autour d'une étoile morte à 6500 années-lumière d'ici. Des systèmes entiers continuent de tourner. Septembre 2020, à 80 années-lumière seulement, des astronomes détectent l'ombre de la géante WD 1856b, passant devant son soleil mort. Elle a sans doute été déviée jusqu'à ce que la gravité d'une autre planète... par la gravité d'une autre planète, L'hypothèse de la survie de tout un système planétaire prend corps. C'est une survivante. MOA 2010 BLG 477 LB. Propre, hein. Franchement, je pense qu'on peut applaudir un petit peu là parce que là j'ai réussi à le dire sans bafouiller. Merci. C'est une géante gazeuse en train de graviter tranquillement autour d'une naine blanche, petite boule chaude et très dense, presque aussi massive que le Soleil, mais à peine plus grosse que la Terre. Autrement dit, une étoile morte. Le genre de beauté morne à laquelle ressemblera notre propre étoile dans 5 milliards d'années. C'est demain, quoi. C'est demain. C'est la première planète qu'on découvre aussi loin de sa naine blanche. À environ 3 unités astronomiques, autrement dit 3 fois la distance Terre-Soleil, dans la zone où, dans notre système solaire, évoluent justement les géantes. S'étonne encore Jean-Philippe Beaulieu de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui l'a identifié en octobre 2021. C'est comme si Jupiter avait survécu à la mort du Soleil et continuait à tourner autour de lui. Une observation qui relève de la prouesse tant une naine blanche brille peu. Elle est jusqu'à 10 000 fois moins lumineuse qu'un Soleil. Donc que notre Soleil. Et une planète, encore moins, sachant que ce couple stellaire tourne à 6500 années-lumière d'ici, l'équipe de Jean-Philippe Beaulieu a dû ruser. Elle a décelé une légère variation de la lumière d'une autre étoile, située en arrière-plan, signe du bref passage du duo. Cette fois c'est donc sûr, la mort d'une étoile comme la nôtre ne signifie pas la disparition de toutes ces planètes.
Même après qu'elle ait épuisé ses réserves de carburant, même après qu'elle ait gonflé au point de devenir une géante rouge, avalé tous les astres à sa portée, et même après qu'elle se soit effondrée sur elle-même et devenue une naine blanche, une étoile peut donc continuer à faire danser ses planètes comme dans une seconde vie. L'idée était dans l'air depuis longtemps. Cela fait un siècle, même plus d'un siècle, qu'on détecte l'atmosphère des naines blanches du fer, du silicium, du magnésium, du calcium, etc. Des composés qui n'auraient pas dû s'y trouver, rappelle Andrew Vanderburg au MIT. Jusqu'à ce qu'on comprenne dans les années 2000 qu'il s'agissait en fait de bouts de comètes et d'astéroïdes qui tombaient dedans. Mais ce que les astronomes voulaient, c'était mettre la main sur une vraie planète, entière, intacte, toute belle, toute propre, toute lisse, qui soit restée à la même place que celle qu'elle occupait au temps de la splendeur perdue de son étoile. C'est désormais chose faite. On sait que la planète que nous avons trouvée est probablement restée proche de l'endroit où elle s'est formée, confirme Jean-Philippe Beaulieu, car les Jupiters comme elle se forment idéalement entre 3 et 10 unités astronomiques de leurs étoiles. Elles sont donc protégées du cataclysme. Comme si Jupiter avait survécu à la mort du Soleil. C'est rigolo, ouais. Ça veut dire que quand notre étoile va exploser, il y aura encore des planètes. Nous, on sera plus là, mais il y aura encore des planètes. Bravo. En 2019, déjà une équipe menée par Boris Genschik, je suis désolé de la prononciation, de l'université de Warwick. Putain, et Warwick Jungle, énorme. Yes. MTC. Avait récolté des indices de la présence d'une planète survivante. Seulement des indices, les astronomes avaient détecté autour d'une naine blanche située à 2000 années-lumière des traces d'hydrogène, d'oxygène et de soufre dans un disque de gaz. Des atomes typiques des couches de profonde Neptune, la signature d'une planète en train de s'évaporer soufflée par la chaleur de sa naine blanche. Une survivante plutôt mal en point dont ils étaient convaincus qu'elle ne tournait plus du tout à l'endroit où elle le faisait auparavant. On ne connaît pas exactement son orbite, avoue Boris Genschik, mais on a des indices sur sa période de révolution entre 10 et 20 jours. Ah oui, quand même. C'est donc une planète très proche de son étoile. Or, si elle avait été à cet endroit quand elle s'était formée en géante rouge, elle n'aurait pas survécu. Elle a donc dû se déplacer d'une position plus lointaine vers sa position actuelle. Déplacée par d'autres planètes, avance Boris Genschik. On sait que lorsque notre système solaire était encore jeune, Saturne et Jupiter se sont perturbés mutuellement au point de migrer jusqu'à leur position actuelle. Cette naine blanche doit donc abriter d'autres planètes. C'est fou, une planète qui bouge d'orbite et qui se rapproche de son soleil suite à sa transformation en naine blanche, au tout le cataclysme de la supernova, etc. C'est fou quand même. Un espoir en tête, ce qu'Andrew Vanderburg a confirmé en 2020 en identifiant à seulement 80 années-lumière WD 1856b, la toute première planète survivante intacte. Terrible. Pour être honnête, on cherchait plutôt une planète détruite, se souvient le chercheur, ou des débris, comme ceux découverts en 2019, car à l'époque, personne n'avait encore détecté de manière directe une planète ayant survécu à la mort de son étoile. On avait quand même cet espoir en tête, forcément. T'as toujours d'espoir. Il y a toujours d'espoir. Sauf que la baisse soudaine de luminosité de la naine blanche, semblable à une éclipse, ne laissait aucun doute. Les astronomes viennent bien de voir passer l'ombre d'une géante de la taille de Jupiter, une survivante. Une survivante si proche de son étoile qu'elle en fait le tour en 1 jour et demi seulement. Putain la vache. Or, elle n'a pas pu naître à cet endroit, comme Boris Andrew Vanderburg pense. Elle a dû se former beaucoup plus loin que ça, puis migrer très près de son étoile après que celle-ci soit devenue une naine, sans doute poussée par la gravité d'un autre objet, peut-être celle d'une planète. Ah, c'est technique, c'est-à-dire qu'il y a eu la mort de l'étoile. Il y a une planète qui est partie en couille, qui a entraîné cette planète-là, qui l'a bougée, qui l'a rapprochée, et maintenant... Voilà, il est bizarre ce geste-là, comme ça, là. L'idée du système planétaire survivant commence vraiment à prendre corps, et certains astronomes vont encore plus loin. Ils imaginent que les étoiles mortes n'abritent pas seulement des vieilles planètes survivantes, mais aussi des nouveau-nés. Mais non, des planètes qui se seraient formées autour de leurs cadavres. Des planètes de seconde génération. Qu'est-ce qu'on venait de dire? Avec ses collègues, Sébastien Charnos de l'Institut de physique du Globe de Paris a confirmé en 2018 la vraisemblance de ce scénario. D'après notre étude, il devrait exister une population de planètes nées bien après que leurs étoiles ne deviennent une naine blanche. Elles se forment à partir d'anciennes planètes détruites pendant la phase de géante rouge, dont le matériau est recyclé. Les matériaux de la planète déchiquetée sont d'abord disséminés sous la forme d'un disque, puis ce disque s'étale, coagule, formant des blocs de plus en plus gros jusqu'à donner naissance à de nouveaux corps. Putain, c'est incroyable. La vie est un éternel recommencement.
De véritables systèmes planétaires de la seconde chance. Dans ce millimélo d'astres, cohabitent différentes générations. À quoi pourraient ressembler les nouvelles venues? Pour beaucoup, à des planètes naines, comme Pluton, mais aussi potentiellement véritables rocheuses comme la Terre. Oui, des planètes comme la nôtre ne sont pas uniquement vouées à disparaître ou au mieux à survivre autour de leur soleil. Il y en a d'autres qui peuvent se former. Et pourraient carrément naître après cette mort des terres de la seconde chance. Que peut-être une terre qui pourrait abriter la vie? Peut-être. D'après nos calculs, le recyclage d'une planète de type super-Terre jusqu'à 10 000 fois plus massive que la Terre pourrait donner naissance à une planète de la masse de la Terre, qui tournerait en 10 heures autour de son étoile, confirme Sébastien Sarnoz. Elle se trouverait ainsi dans la zone habitable de sa naine blanche. Zone habitable, le mot est lâché. Le mot est lâché. Drop the word. Cette planète rocheuse qui tourne autour d'une étoile morte se trouverait à une distance telle qu'elle serait suffisamment chauffée pour abriter de l'eau liquide, et donc potentiellement de la vie. Ouais. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est ce qu'explique Eric Hagel, astronome à l'université de Washington. Dès 2011, il avait proposé l'existence d'une zone habitable très près des naines blanches. Imaginez une planète 100 fois plus proche de sa naine blanche que la Terre du Soleil. Elle devrait recevoir 100 fois plus de lumière, mais si sa naine blanche est elle-même 100 fois moins lumineuse que le Soleil, alors cette planète devrait recevoir autant de lumière que la Terre en ce moment. Sacrée coïncidence. C'est vrai que la logique se tient. Quant à l'eau, cette planète pourrait en recevoir à travers les chutes de comètes et autres blocs rocheux hydratés, déjà découverts autour de la naine blanche, notamment par l'équipe de Patrick Dufour. Or, les astronomes vont bientôt disposer d'un instrument idéal pour détecter, laboratoire Vérin-Rubin, qui entrera en fonction en 2022 dans le nord du Chili. Avec ces télescopes, nous pourrons alors observer de millions de naines blanches, y compris de très vieilles et très peu lumineuses, et je suis prêt à parier très cher que nous trouverons des planètes autour d'elles, et même des rocheuses. Putain, yes. Enthousiasme Boris. Genshin Impact. LOL. J'adore la blague. Ce live n'est pas sponsorisé par Genshin Impact, évidemment. Quant à Andrew Vanderberg, il est convaincu qu'une fois qu'elle aurait été dérepérée, il sera facile de sonder leur atmosphère éventuelle pour y détecter des molécules, et cela grâce au télescope JYST, le successeur de Hubble. Tout à fait, lancé le 25 décembre dernier, et ça on en parlera lors d'une chronique spéciale que je ferai sur une autre chaîne, et je ne peux pas en parler pour le moment. Des molécules comme celle de l'eau, du dioxyde de carbone ou même des biosignatures comme l'ozone ou le méthane, c'est la conclusion d'une étude qui a été réalisée en 2020. Comme la lumière d'une naine blanche est très faible, on voit mieux les planètes qui leur passent devant que celles qui passent devant une étoile classique. Ce sera donc plus facile d'observer leur atmosphère si elles en ont une, explique Andrew Vanderberg. De fait, ces planètes seront des cibles très prometteuses pour trouver des biosignatures. Si on trouve une planète rocheuse très près de sa naine blanche, ce sera l'une des meilleures opportunités de poser la question: est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Et voilà, la boucle est bouclée, on en parlait tout à l'heure, messieurs, dames. On en parlait tout à l'heure! Qui l'eût cru, c'est autour des étoiles mortes que les astronomes pensent aujourd'hui pouvoir facilement découvrir la vie. Eh bien merci YouTube d'avoir regardé ce premier numéro, en fait on va dire de, je ne sais pas, parlons plus, parlons science, bref on n'a pas encore déterminé le nom de l'émission, n'hésite pas à faire des propositions en commentaire. C'était pas encore très fluide, on n'est pas encore très rodé sur le format, on essaye d'améliorer ça au fur et à mesure, on se donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain numéro d'Epsilon et probablement de nouvelles informations. Des bisous, n'oublie pas le pouce bleu, petit abonnement et à la prochaine, ciao bye bye.